Merci beaucoup, Jacob. Bonsoir à toutes et à tous. Avant de commencer, je vais envoyer dans le chat, dans la discussion, un PDF parce que j'utilise quand même Oui, pas mal de citations, sinon ça va être beaucoup trop inconfortable. Donc c'est parti. Je vous laisse l'ouvrir ok. et signalez-moi s'il y a un souci. Ah, J'essaie de l'ouvrir. voilà. Chez moi, c'est Ok, ouvert. oui, Est-ce que c'est bon pour tout le monde? oui, oui, comme moi, oui, ça s'ouvre bien. Alors, je vais pour commencer situer très rapidement le philosophe Henri Maldinet, qui est né en 1912 et mort en 2013, et dont la pensée philosophique est restée malheureusement un petit peu confidentielle. Donc, Maldinet a été très proche de l'analyse existentielle, la Dasein-Analyse, qui a été conçue par le psychiatre Ludwig Binswanger en dialogue avec la phénoménologie, notamment Husserl et Heidegger. Donc, l'approche analytique existentielle, je vous en dis deux mots, ça consiste à appréhender l'homme dans la singularité de sa présence au monde, donc à l'écart de tout a priori catégoriel. Et donc, homme et monde ne sont pas approchés isolément l'un de l'autre, mais depuis le style de leur relation. Et il en va de même dans le lien patient et psychiatre qui est engagé dans une compréhension mutuelle. Je vous cite Roland Kuhn, un Mm, psychiatre existentiel qui a été très proche de Maldinet et qui dit ceci: Ainsi, le symptôme mm, psychiatrique n'est pas le signe de quelque chose, mais une manière de s'entendre. Voilà, je mentionnerai également le nom du penseur et neurologue Victor von Weizsäcker, auquel Maldinet emprunte et poursuit sa puissante pensée de la crise, puisqu'aujourd'hui, je vais vous travailler disons, l'articulation entre crise et effondrement. Donc, on trouve cette conception de la crise par Weizsäcker dans un des très, très rares ouvrages traduits en français dans les années 50 par Michel Foucault sous le titre Le cercle de la structure. Et donc, je résume, mais je reviendrai à ça au cours de mon exposé. Chez Weizsäcker, la crise d'un vivant consiste à devoir en fait rejouer sa relation au monde à la faveur d'un événement soudain qui va briser en fait la chaîne causale dans laquelle il était engagé. Et ça donc pour réorganiser de fond en comble sa relation vitale. Dans la crise, là j'utilise une expression de Weizsäcker, il y a bond dans le vide. Et Maldinet, dans un dialogue à la fois très, très accueillant, mais aussi polémique avec Weizsäcker, va élargir justement la crise que Weizsäcker pense vitalement à sa dimension existentielle. Donc, voilà, pour résumer, une telle pensée de la crise est celle de la rencontre avec l'altérité du vivant ou de l'existant à soi, son devenir autre, dans un monde qui, à son tour, s'ouvre autrement. Donc, on trouve dans la crise cette dimension relationnelle à laquelle je faisais allusion en évoquant Binswanger. Donc, aujourd'hui, je vais m'appuyer sur un ouvrage de Maldinet qui s'intitule Penser l'homme et la folie, et le texte qu'a signalé Jacob, intitulé Existence, crise et création. Donc, dans mon exposé, je vais tenter de montrer comment Maldinet peut nous permettre d'articuler crise et effondrement. L'effondrement, le fil de ma lecture, qui évidemment serait imparfaite, lacunaire, mais étant une dimension de la crise. Donc, au sens banal, je crois que c'est quand même important de revenir sur les usages ordinaires. Au sens banal, qu'on va retrouver notamment dans les expressions de crise écologique et d'effondrement écologique, la crise va désigner justement une situation moins dramatique qu'un effondrement. On peut répondre à une crise, même si elle ne laisse pas les choses en l'état, et qu'un renouveau en est l'horizon possible, tandis qu'un effondrement laisse peu d'espoir, évoque un anéantissement définitif qu'il n'y aurait plus qu'à attendre. Et ce schème, on le retrouve dans un certain nombre de pensées actuelles dites collapsologiques. Donc, l'enjeu de ce que j'aimerais proposer aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où l'effondrement, comme je voudrais essayer de le montrer chez Maldinet, à partir du moment donc, où l'effondrement devient la dimension même de la crise, est-ce qu'il ne se présente pas finalement comme une ouverture? Donc, dans une
première partie que j'intitule, hein, c'est juste pour jalonner les choses, que j'intitule donc crise existante. Je vais revenir quand même à la définition, disons, savante, hein, de la crise qu'on doit à Hippocrate. Donc la crise vient du grec krinein, qui signifie décider, et va être conceptualisée par Hippocrate comme le point décisif ou l'alternative est en train de se jouer entre la guérison, hein, un renouveau de la santé, une autre santé, et la mort. Mais justement, hein, cette alternative ne met peut-être pas en rapport des termes contradictoires, hein. La crise, cette décision qui partage le devenir d'un existant, ne se diviserait pas entre deux voies contradictoirement déterminées, mais dirait le toucher du fond, hein, l'effondrement qui en toute crise se fait précisément sentir. C'est en tout cas, hein, le mouvement de pensée de Maldiné qui, en ce sens, dit que la crise permet précisément de traverser, d'éprouver, de subir l'effondrement. Dans Crise et temporalité dans l'existence et la psychose, qui est un article tiré de Penser l'homme et la folie, il écrit, c'est votre deuxième citation, l'existence est de soi discontinue, elle est constituée de moments critiques qui sont autant de failles, de déchirures d'elle-même, et où elle est mise en demeure de disparaître ou de renaître. Ce qui la met en demeure est toujours un événement. L'événement ne peut être que subi. Et inversement, qu'est-ce qui pourrait être à vivre et à subir sinon un événement? Fin de citation. Donc Maldiné, hein, désigne ici quelque chose comme une circularité brisée entre événement et existence, laquelle est prise dans l'alternative crisique de disparaître ou de renaître. Et ce qui provoque à une telle alternative, hein, la met en demeure, comme dit Maldiné, c'est ce que Maldiné appelle un événement. Or, voilà, il faut bien préciser que chez Maldiné, un événement, ce n'est pas quelque chose qui arrive à l'existence de l'extérieur, mais dit justement, désigne cette mise en crise que l'existence subit constitutivement, hein. C'est un tel événement qui fait l'existence et par quoi elle s'ouvre. Et là encore, hein, il faut préciser, l'existence ne s'ouvre pas sur un monde déjà donné, elle n'arrive pas dans le monde, mais le monde y arrive du même coup. Donc, voilà, il y a une circularité brisée, hein, comme je disais, entre existence et événement qui s'ouvre précisément par la crise. Donc, exister, hein, là, je vais utiliser une expression de Maldiné, qu'il utilise souvent, c'est, je cite, se tenir hors soi et hors monde. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'un existant se trouverait séparé de soi ou du monde, hein, puisqu'au contraire, c'est une telle tenue hors, hein, qui va donner le i du y-être, être à soi et au monde. Donc l'événement, hein, dit la dynamique de ce hors qui se déploie en ouverture. Donc à partir de là, deux aspects de l'articulation entre crise et existence sont à déployer pour expliciter tout ceci. Donc, ces deux aspects, hein, vont organiser la suite de mon propos avant que j'aborde dans une deuxième partie l'approche de la psychose par Maldiné. Donc, le premier aspect que je voudrais voir concerne ce hors extatique, hein, qui fait le mouvement de l'existence et qui s'oppose à un principe métaphysique, hein, lequel commanderait le commencement et la fin de l'existence, hein. C'est vraiment un jaillissement, dire transimmanent, hein. Le second aspect concerne la transformation inhérente à l'existence qui justifie également le recours à la dynamique propre de la crise. Hein, le mouvement de l'existence, en effet, est à la fois ouverture extatique, hein, c'est un événement-avènement jaillissant, événement-avènement, c'est une expression de Maldiné, mais également transformation imprévisible. Non pas une transformation relative à un état précédent, mais une transformation qui quitte, j'utilise une belle expression de Maldiné, le convoi des effets et des causes. Voilà, c'est justement le jaillissement crisique, hein, qui va interrompre cet enchaînement causal pour occasionner une telle transformation absolument imprévisible. Donc ce hors, hein, ce hors-soi, hors-monde, hein, qui fait la tenue de l'existence, j'y insiste, est inassignable à une quelconque forme de position, hein. Ce n'est pas une extériorité donnée. Et Maldiné le nomme également parfois le fond. Je le cite dans la troisième citation, le fond ni est ni n'est pas. Il n'est ni ceci ni cela.
en deçà de l'étang et du néant. Il y a le non-statut du rien, mais du rien sans lequel aucun rien reste, ne peut être ni ne pas être. Le fond n'est qu'à exister, et l'existant n'est à exister le fond, et pour tout dire, à le fonder. Fin de citation. Le fond, donc, c'est le nom de l'absolue non-positivité de l'existence, dont le mouvement procède justement de rien, c'est-à-dire ni de quelque chose d'étant, de poser là, serait-ce métaphysiquement, ni non plus de la négation d'une telle positivité, c'est-à-dire le néant. Donc, l'existence n'est pas autre chose que le mouvement de ce rien qui donne justement consistance à l'alternative de la crise, disparition ou renaissance, qui n'est donc pas disparition ou renaissance de quelque chose de déjà là, mais qui surgit de ce fond sans fond. Et si l'existant fonde le fond, pour reprendre les termes de Maldinet, ce n'est pas pour l'asseoir en une stabilité qui traduirait en positivité ce dont elle surgit, mais justement pour suivre ce mouvement de fond. Donc, c'est à même ce mouvement de fond que s'ouvre ce que Maldinet transpossibilité. Ce concept désigne ceci que le pouvoir-être d'un existant est en deçà de tout possible déjà préconçu. Transpossible, ça ne signifie donc pas une traversée de tous les possibles, mais c'est une émergence inattendue qui justement ne pouvait pas être anticipée comme possible. À ce titre, le transpossible est tout près de l'acception maldinéenne du réel, qui est définie comme ce qui, je cite, est ce qu'on n'attendait pas. Donc ça, c'est une formule qui revient très souvent chez lui. Le réel, c'est ce qu'on n'attendait pas. Toucher le fond dans cet aspect de la crise, c'est se tenir dans la décision à nouveau frais qui fait le transpossible de l'existence, même le réel qui ne cesse d'avoir lieu, toujours inattendu. Et une telle tenue suppose à son tour ce que Maldinet appelle transpassibilité. Donc transpassibilité, transpossibilité, c'est deux grands concepts de Maldinet. Je suis un petit peu obligée d'exposer ici pour qu'on en voit un peu le paysage conceptuel. Et donc là, pareil, le transpassible, ce n'est pas un hyperpathir qui traverserait toutes les sensations possibles, mais va dire le surgissement du sentir en deçà ou par-delà toute sensation donnée. De la transpassibilité ou de la transpossibilité, ce sont effectivement des formes de transcendance, mais qui ne visent pas une sortie de l'expérience sensible, mais un passage en deçà de ce qui est étant. Et l'étant désigne ce que Maldinet appelle l'ontique, c'est-à-dire la positivité de ce qui est posé, et qu'on peut comprendre finalement à partir de la danse et de la peinture, comme le suggère parfois Maldinet. La positivité, c'est ce qui est figé dans une pause, au lieu de demeurer dans la pulsation rythmique de ce qui arrive, inattendu, dans la surprise de son il y a. Ce que Maldinet oppose à l'ontique, c'est le pathique qui revient à se laisser saisir par l'événement qui ouvre l'existence. Ce qui est senti, donc éprouvé ou subi dans le pathique, c'est précisément ce que le mouvement de fond de la crise donne à traverser, soit cette traversée de fond, cet effondrement, en un sens qui est rien, au sens de rien d'étant, mais que Maldinet, en référence à la pensée chinoise, nomme aussi parfois le vide. Rien ou vide, donc comme puissance d'ouverture que rencontre l'existant dans la crise. Donc voilà pour le premier aspect. Le second aspect de la crise est celui de la transformation. Voyons comment cet aspect s'articule au fond, justement. Et j'utiliserai ici une formulation de Weizsäcker que cite Maldinet. Ça doit être la 4e citation ou 5e, je ne sais plus. L'être en état de crise n'est rien actuellement. Il est tout en puissance. L'état pathique est au fond synonyme d'une disparition de l'ontique. La crise de transformation est une lutte à mort engagée entre le pathique et l'ontique. Ce passage, donc, articule le premier aspect de l'effondrement avec le second de la transformation. Je cite la citation d'après, la présence du temps, puisque du coup la dimension du temps y est impliquée, implique la jeunesse du présent. Le présent est le point source et le point d'éclatement du temps. Sa genèse ne fait qu'une avec les transformations constitutives de l'existence et plus précisément du soi, avec celles, avant tout, auxquelles contraint la crise. Dans la crise, le soi est mis en demeure de disparaître dans la déchirure, une déchirure sans jour, ou de renaître dans le bon, au prix d'une transformation qui consiste, selon l'expression de Kierkegaard, à devenir autre. Ce dernier passage, celui en regard avec le précédent, et met en lumière l'idée d'une lutte à mort engagée entre le pathique et l'ontique.
La véritable alternative n'est pas entre la disparition ou la renaissance au sens d'une mort ou d'une métamorphose intégrale qui ferait de soi un tout autre homme ou une toute autre femme, mais la disparition dit la clôture dans l'ontique et la renaissance dit l'ouverture opathique, lequel, j'y insiste, est disposition à la rencontre, pour employer un autre terme, un autre concept important de Maldiné, une rencontre qui accueille précisément l'inattendu de soi, d'un autre, du monde. Donc le pathique va consister à intégrer la puissance transformatrice de la crise, dont le mouvement propre consiste, je viens de le dire, à s'ouvrir à la rencontre, et dans l'idée d'un cercle ouvrant, on pourrait dire qu'à l'inverse, le pathique, c'est la capacité à la crise, et donc à la rencontre. Ceci va me servir de transition pour ma deuxième partie qui est consacrée à la psychose. Je vais commencer par nommer une distinction de Maldiné qui est importante. Maldiné va substituer à la différence normale pathologique la différence pathique pathologique. Et le pathologique, en conséquence, va se définir par l'incapacité à la crise. À ce titre, le psychotique, autant que ce que Maldiné nomme le normopathe, appartiennent au pathologique, mais pas de la même façon. Comment le normopathe, normal d'un point de vue psychiatrique, va se réfugier d'emblée dans l'ontique, et cela en trichant, c'est-à-dire précisément en évitant la crise. Le psychotique, au contraire, n'évite pas la crise, mais ne peut la décider, c'est-à-dire entrer en lutte avec l'ontique. En ce sens, il ne s'effondre pas en rencontrant pathiquement le fond, mais reste bloqué dans la crise, cédant à l'ontique qui interdit tout événement. Je cite, « Là où la transformation ne suit pas, l'être en crise, enfermé dans le champ clos de la crise, cesse d'être ouvert à l'événement. » Donc c'est en ce sens-là que le psychotique est privé, n'a pas accès à l'événement. Mais cet échec témoigne toutefois d'une forme d'affrontement à la différence du normopathe qui, lui, l'élude. Donc, je continue dans mes citations. Le pathique se révèle dans la crise sous une forme agonique, celle d'une lutte à mort, comme dit Weizsäcker, avec l'ontique. Mais crisis signifie primitivement décision. Et la décision est l'acte par excellence et qui ne relève que d'un soi. L'alliance du subir et du personnel dans le moment pathique montre qu'ici, le subir n'est pas une contrainte, à moins de forger ce non-sens, une contrainte à être soi. La réceptivité à l'événement et co-originairement l'ouverture à son sens sont le propre d'un soi, comme le manifeste en négatif leur récession ou leur disparition commune dans la psychose, et notamment dans les formes les plus extrêmes et les plus profondes de la schizophrénie. Fin de citation. Donc, le caractère pathologique de la psychose consiste à ne pas pouvoir décider la crise dans le sens pathique transformateur et ouvrant. À ce titre, Maldiné donne au psychotique un pouvoir révélateur, malgré tout, de l'existentialité humaine dans son échec même, soit une crise qui n'en finit pas de ne pas avoir lieu. Voilà un passage tiré d'Existence, crise et création, mais là où le délire est à son terme et signifie un monde qui ne se mondéise plus, il est, en toutes circonstances, l'expression du même état critique non dépassé. La marque du pathologique n'est pas la crise, mais au contraire son impossibilité. La répétition d'un état critique non dépassé empêche l'avènement de tout autre événement. Toutes les crises ne sont plus désormais que la répétition de la première qui s'entretient indéfiniment de sa propre irrésolution. Ce n'est pas la crise, mais la forclusion de tout état critique qui constitue le pathologique. D'où un enfermement dans un temps qui ne s'historicise pas, manifestant un enfermement total dans l'ontique. Faute de temps, je ne ferai que mentionner l'existence de longues analyses dans Penser l'homme et la folie, mais dans d'autres ouvrages aussi où Maldiné déploie la façon dont, par exemple, le mélancolique vit dans un passé qui ne passe pas, le maniaque dans un avenir qui n'arrive jamais, et le schizophrène dans un morcellement d'instants coupés les uns des autres. Donc, le psychotique gèle dans un style ontique le fond que, par son échec dans sa lutte avec l'ontique, il détourne de sa puissance d'événement. Je cite à nouveau Maldiné, la présence, dit Kierkegaard, s'est détournée de son rapport au fondement qui se retourne contre elle. Ce qui se retourne contre elle, c'est le rien.
Il se retourne sous une forme impropre, qui n'est pas le rien duquel l'étant peut surgir à soi dans la surprise de l'être, mais un néant compact. Ce néant compact prend souvent la forme d'un pseudo-monde qui ne se mondifie pas à partir de l'événement. Sa compacité est celle d'un monde de rumeurs ou d'une rumeur de monde, d'où émergent des paroles gelées que le schizophrène doit à tout prix mettre en fonctionnement. Telle serait donc l'interprétation de Maldiné de la défense contre l'effondrement dont parle Winnicott. C'est quelque chose comme le gel du mouvement de l'existence dont il s'agit de forcer le fonctionnement, si je le paraphrase. Mais pourtant, ma tentative de continuer à suivre Maldiné dans sa lecture de Winnicott m'a amené à me réinterroger justement sur l'articulation entre crise et effondrement. Donc pour la suite, j'irai assez vite et ma lecture reste très hypothétique. Donc voilà, je vais davantage passer à l'usage que fait Maldiné de Winnicott, qui, je crois… Tu peux juste répéter comment la thèse de base de la défense contre l'effondrement Oui. Selon Maldinet, c'était très… Oui. Répéter la définition, là, c'était… En fait, il distingue l'effondrement comme tel, enfin, ce qui fait la psychose n'est pas l'effondrement comme tel, mais la défense contre l'effondrement. C'est ça que tu faisais allusion? Consiste en quoi, justement, pour Maldinet? Tu peux, comme tu avais bien résumé la chose juste tout à l'heure, juste à l'instant. Ah, pardon. Oui, tu parles voilà, de geler quelque chose qu'en même temps on cherche à faire fonctionner à tout prix, c'est ça? C'est ça? Je crois que tu avais bien résumé ça, justement. C'était intéressant comment tu l'avais formulé. Je voulais juste capter là. D'accord. Alors, ça se trouve sinon dans la citation. Un gel du mouvement de l'existence. Je l'ai paraphrasé en fait. Le gel du mouvement de l'existence dont il s'agit de forcer le fonctionnement. Donc, ce serait une lecture. Le mouvement de l'existence dont il s'agit de… Forcer le fonctionnement. Donc, une espèce d'immobilité mobilisée de manière forcée. Merci, pardon. Oui. Alors, justement, il semblait qu'il était peut-être insuffisant dans les méandres quand même complexes que Maldiné propose, insuffisant donc de dire que le psychotique reste coincé simplement dans la crise, dans son échec à lutter contre l'ontique. Que se passe-t-il justement à même cet échec dans un chapitre très important intitulé de la transpassibilité qu'on trouve dans Penser l'homme et la folie, Maldiné va reprendre la question de la crise comme dimension de la rencontre de l'existence et à partir justement de la pensée winnicottienne de l'effondrement et de la transitionnalité. Donc je signale quand même au passage que la lecture qu'en fait Pontalis dans la préface à Jeux et réalité va prendre une part assez importante dans ce que va élaborer Maldiné. Et notamment, Maldiné va suivre Pontalis en accentuant la dimension universelle de l'effondrement, c'est-à-dire en ne le rattachant pas spécifiquement à une défaillance de l'environnement, chose que Winnicott lui-même invite à penser dans La crainte de l'effondrement. Donc, l'effondrement ne résulte de rien de préalable, d'un traumatisme, d'une défaillance de l'environnement, etc. Ce n'est pas davantage inscriptif dans une histoire telle que la castration, par exemple. Mais l'effondrement a lieu donc sans pouvoir se déposer dans un lieu déjà disposé pour le recevoir. Donc là, on retrouve vraiment ce qu'élabore Winnicott et que poursuit dans sa lecture Pontalis. Je cite Maldiné. À ce non-lieu répond dans le sujet et dans l'histoire la dimension de l'absence. Pontalis écrit ce qui détermine le fonctionnement de l'appareil psychique est hors des prises de celui-ci. Maldiné continue, c'est dans l'ordre de l'existence le véritable Grundverhältnis, rapport au fond ou au fondement, dont précisément la distinction est encore indécidée. Donc voilà, Maldiné désigne ici l'effondrement au sens de Winnicott à l'endroit où la crise elle-même est encore indécidée. L'effondrement comme tel, autrement dit, désignerait non pas l'indécidé d'une crise qui ne se résout pas en transformation pathique, et donc s'immobilisant dans ce blocage dans l'ontique qu'on a vu tout à l'heure, ce gel dont on force le fonctionnement, mais il relève, il réfère à l'encore indécidé de la crise qui elle-même ne s'est pas encore distinguée en une alternative avec laquelle lutter. Donc ce serait ça mon hypothèse de lecture. Donc ce serait proprement la crise dans sa béance,
ce serait proprement l'effondrement. Et c'est une telle béance contre laquelle le psychotique se défend si on s'en tient donc à la reprise de la pensée de la crise que Maldiné reprend avec l'apport de Winnicott. Donc, on comprend peut-être mieux le rôle de révélateur que Maldiné très régulièrement dans son œuvre attribue à la psychose concernant l'existence humaine. Le psychotique ne se contente pas de se confronter à la crise existentielle pour l'échouer, clôturée comme dans l'antique, comme je vous l'ai montré avant, mais il affronte la crise au moment où celle-ci ne s'est elle-même pas encore décidée. Et son échec n'en est que plus révélateur de la situation humaine. Là, je vais vous citer un passage assez long, mais qui me semble important. C'est la lutte contre la béance qui constitue proprement l'agonie primordiale. Ses modalités esquissées par Winnicott, faillite de la résidence dans le corps, perte du sentiment du réel, ne comprennent apparemment que du négatif, mais constituent en réalité des positions critiques. Entre sens et absence, ce titre de Henri Michaud, écrit Pontalis, évoquerait bien le propos de Winnicott. Il évoque surtout ce en quoi la position schizophrénique est révélatrice de la situation humaine. La position critique du schizophrène consiste en ceci qu'il se tient dans l'espace potentiel, espace sans lieu, atopos. De cette lutte contre l'agonie primitive, quelques-uns seulement viennent à bout. Le schizophrène, lui, est toujours en agonie. Mais, comme nous l'avons dit, il ne triche pas. Il ne tente pas d'occulter l'entre-deux, comme font les névrosés ou la multitude des normopathes réussis. Il ne masque pas l'impensable agonie. Mais l'impensable fait le penser. Donc là, il cite à nouveau Pontalis, ce qui n'a pas été vécu et éprouvé, ce qui échappe à toute possibilité de mémorisation est au creux de l'être. Ce creux est plus réel que toute tentative de le recouvrir par des mots, des souvenirs ou des fantasmes. Il est tout autre chose qu'une lacune dans le langage. Il ne résulte pas d'une forclusion, d'une censure, ni même d'un refoulement originaire. L'être, dit Winnicott, est antérieur au soi. Fin de citation. Donc, mon hypothèse, mais qui est sans doute fragile, mais serait que le psychotique est doublement confronté à un indécis de la crise en amont, comme on vient de le voir. Le psychotique met précisément la crise en état de décision, au moment où justement la crise va devenir alternative entre disparition dans l'antique et renaissance dans le pathique. Et en aval, le psychotique échoue à décider la crise comme transformation. Donc, on comprend mieux à partir de là le rôle paradoxal que Maldiné attribue à la psychose, qui à la fois n'est pas passible d'événements, je le répète, dans la psychose, dit souvent Maldiné, il n'y a plus d'événements, mais qui pourtant aborde la crise au moment où celle-ci ne se présente pas encore comme crise, soit comme l'alternative décisive entre disparition dans l'antique et renaissance opathique. Et donc, au moment où la crise, finalement, disons, existe dans sa pure dimension de béance, d'effondrement. Dans Existence, crise et création, Maldiné revient sur l'agonie primordiale et désigne ainsi son articulation à la crise du vivant pensée par Weizsäcker. Je le cite, ce qui est appelé ici l'agonie primordiale, ce qui n'a pas de lieu, l'atopique, la chronique, c'est ce même bond dans le vide dont parle Weizsäcker au niveau du vivant. Donc, en d'autres termes, tout se passe comme si le psychotique mettait en crise la crise, c'est-à-dire la béance de la crise devient l'alternative crisique, tout en échouant à la décider dans le sens de la transformation pathique. C'est un peu comme si le psychotique ouvrait un monde dont il ne supporte pas l'ouverture, ou pour, le dire peut-être dans des mots plus proches dans des mots plus proches de ce qui nous intéresse aujourd'hui, il met en crise une crise qu'il échoue à décider. Donc, je fais une toute petite conclusion. Est-ce que j'ai le temps ou pas? J'avais mis un minuteur. C'est toi, Stéphane? Non, mais tu peux. Ouais, en 2 minutes. Non, finis même 5. Prends le non, temps. mais, Prends le temps qui te. Il y a aucun. On n'est pas pressé. Alors, dans ma conclusion, je vais faire une toute petite synthèse pour redonner les jalons qui me semblaient importants chez Maldiné. Donc, Maldiné, c'est ce que j'ai voulu essayer de dessiner comme trajet, pense la crise comme un rapport au fond, le Grundverhältnis,
qui met en demeure de se décider pour l'existence. Ce mouvement de pensée a pour enjeu, d'une part, d'exhiber l'absolue non-positivité de l'existence, qui est événement, avènement, c'est une expression qui revient aussi très souvent sous la plume de Maldiné, et dont la crise va justement donner la formule de la dynamique abyssale. Donc, l'articulation entre crise et effondrement, c'est que l'effondrement permet effectivement de penser cette dynamique abyssale de la crise, ce saut dans le vide, pour parler comme Weizsäcker, et inversement, la crise permet de penser cette décision de transformation pathique qui se loge dans l'effondrement. C'est un peu ça, ce qui résume ce que j'ai tenté de faire. Donc, l'alternative à trancher dans la crise, chez Maldiné, n'oppose pas l'anéantissement, la mort et la renaissance, une autre santé, mais la clôture dans l'ontique et l'ouverture au pathique. Le pathique, donc je le répète, c'est la disposition à la rencontre dans l'altérité et l'imprévisibilité de soi, d'un autre et du monde. Et le pathique, qui évidemment n'est pas la capacité simplement vitale d'une puissance de sentir, se décide donc dans la crise. Le pathique, c'est une disposition existentielle. Mais en deçà de la décision pour le pathique, il y a une décision pour l'être, dans cette béance de l'être, qui n'a rien d'une positivité massive, mais justement le vide ou le rien à partir duquel surgit l'événement comme décision d'existence. Telle serait donc, hors temps et hors lieu, la décision pour la crise à même la béance de l'être dans l'effondrement. C'est ainsi que la psychose révèle toute la portée de la crise, concept existentiel, crise qui se décide à partir de l'être rien, vide, dans sa béance, son effondrement. Donc, Maldiné et Winnicott ont en commun, me semble-t-il, le refus d'une approche positiviste au sens de l'ontique de Maldiné, et notamment dans la figure d'une positivité de la négativité, je pense au néant pour Maldiné et à la pulsion de mort chez Winnicott. Et en cela, sont des penseurs de la crise et ou de l'effondrement qui sont justement peut-être à appréhender comme des potentialités faites de creux, d'absence, de rien, de vide, d'écart, d'intervalle. Et pour finir, en guise d'ouverture, là, je fais plusieurs pas de côté, Maldiné me semblait intéressant justement comme ressource de pensée pour aborder l'effondrement écologique à l'égard justement de son acception collapsologique systémique, qui est finalement faite de néant positif, au profit justement de pensées intervallaires de l'effondrement. Et là, je pense aussi à des parutions relativement récentes, mais je vais utiliser une expression d'Anat Singh qui parle de penser et vivre dans les ruines. On pense aussi à Donna Haraway qui parle de penser avec et de vivre avec le trouble. Donc, on est à chaque fois dans des propositions de pensée du vide, de pensée propositions intervallaires. Et je voudrais aussi évoquer aussi des parutions relativement récentes, là du côté français cette fois, qui justement cherchent à questionner de manière critique, je ne dirais pas critique, mais en tout cas critique, une collapsologie systémique qui consiste justement dans l'attente d'un effondrement total, dans l'idée finalement d'un néant positif, et cela justement au profit de décisions d'existence qui font appel quand même à la dimension d'aventure et de rencontre de ce que Maldiné appellerait le pathique. Et là, je pense notamment, mais les références seraient assez nombreuses, par exemple, à Catherine et Raphaël Larère qui ont publié Le pire n'est pas certain, essai sur l'aveuglement catastrophiste, qui cherche justement à penser dans les interstices ou dans les marges de l'approche systémique de la collapsologie, ou encore un livre très, très, très intéressant coécrit par Yves Citon et Jacopo Rasmi, intitulé, il est sorti, je crois, déjà en 2016 ou 2017, je ne sais plus, de Génération collapsonaute, naviguer par tant d'effondrements, où là également est proposé de penser de manière intervallaire et de ne pas justement se réfugier dans ce qu'on pourrait appeler avec Maldiné
le bloc compact de l'ontique. Voilà, je vous remercie de votre attention.